Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Fin du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Yamoussoukro. Parmi les décisions du sommet, la reconduite d'Alassane Ouattara comme président en exercice de la CEDEAO et un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité territoriale. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Aruna Diara, Tchessira Dambélé. Ce 42e sommet a confirmé l'engagement sans faille de la CEDEAO aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité. L'organisation régionale réunie à Yamoussoukro a été plus tranchante en réitérant tout son attachement à l'unité et à l'intégrité du Mali et son soutien aux autorités de transition à qui elle demande de continuer sur la bonne voie. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition dirigé par le président Dioncounda Traoré et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition et ce conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. Reconquête du nord du Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement salue l'action décisive de la France dans notre pays et les efforts de l'ensemble des pays contributeurs à la mission de soutien au Mali. Elle demande à la Commission de veiller à ce que les besoins de cette mission soient satisfaits en termes de déploiement et de logistique complémentaire. Si la CEDEAO est pour le déploiement d'observateurs des droits de l'homme sur le terrain, elle pose une condition à toute négociation avec les groupes armés. Ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce, à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. À cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la renonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. La CEDEAO a endossé le concept rénové des opérations de la MISMA et s'engage à accélérer le déploiement des troupes dont la taille évolue. Nous avons entériné la taille de la MISMA à 8000 hommes et son opérationnalité sur le terrain exige maintenant un budget de 950 millions de dollars, dont près de la moitié a été levée lors de la conférence des donateurs en Éthiopie en janvier dernier. Notre conférence invite donc tous les pays africains et tous nos partenaires à s'impliquer résolument dans le financement de la MISMA. La CEDEAO se félicite de la coopération positive de l'Algérie, de la Mauritanie, du Maroc pour la résolution de la crise au Mali. L'adoption de la feuille de route avec une place pour les élections a été appréciée par la communauté qui accueille avec joie les propositions de contribution financière de la Gambie et de la Guinée équatoriale au profit de la MISMA. Et pendant ce temps, ici à Bamako, les membres du gouvernement étaient réunis hier à la primature pour un conseil de cabinet, un conseil qui avait à son ordre du jour 2 points essentiels. Il s'agit de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation ainsi qu'un comité de suivi de la feuille de route pour la transition. Bourama Traoré nous en parle. Un conseil de cabinet du gouvernement, 2 documents importants sur la table de discussion. Le premier concerne la mise en place
des nouveaux comités de suivi de la feuille de route pour la transition. Un comité qui servira de structure administrative en vue d'exécuter efficacement le plan d'action issu de la feuille de route. Après le vote de la feuille de route par l'Assemblée nationale, il y a un plan d'action qui en est sorti, donc qui détaille des activités à mener par les départements autour des deux axes fondamentaux de la transition, qui sont la libération du Nord et l'organisation des élections. Donc ce plan d'action existe déjà et ça mise en œuvre à contribution pratiquement à l'ensemble des départements ministériels. Donc des tâches vont être confiées à tous les départements ministériels, insérées dans un chronogramme. Il s'agit pour le chef du gouvernement de s'assurer à tout moment que le travail tel qu'il a été conçu dans le temps imparti est en train d'être exécuté à un rythme satisfaisant. Ce comité est mis en œuvre sous la présidence du chef du gouvernement. Le second document sur lequel le Conseil a travaillé est relatif à la mise en place d'une nouvelle commission de dialogue et de réconciliation. Cette commission devra répondre à un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles assurer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et renforcer l'unité nationale. Dès que la guerre sera terminée au nord et que l'État sera revenu sur place, il faudrait prendre toutes les précautions pour qu'on n'assiste pas à des situations de difficultés de cohabitation entre les communautés qui sont en présence. Parce que pas mal de choses qui sont passées, qui sont susceptibles de mettre à mal la cohabitation entre les différentes communautés. Et cette commission qui doit être mise en place est rattachée directement au président de la République, composée de fortes personnalités désignées par le président de la République et le Premier ministre, de manière à couvrir l'ensemble du territoire national et faire en sorte que la classe politique, la société civile et les régions se retrouvent toutes dans cette structure qui va être mise en place. Elle va pouvoir mettre des démembrements au niveau des régions et des cercles pour mener des actions qui puissent permettre effectivement de calmer la situation sociale, de faire en sorte que le climat social soit apaisé et que la nation retrouve effectivement son unité. Unité sans laquelle rien n'est possible. C'est dire que les membres de la nouvelle commission de dialogue et de réconciliation auront la lourde responsabilité de ressouder le tissu social afin de permettre au Mali de retrouver sa stabilité. Hier s'est tenue également la toute première réunion du comité de pilotage des élections. Il travaille à la bonne organisation des élections qui sont prévues avant le 31 juillet 2013. La mission du comité est surtout de suivre toutes les actions entreprises pour le bon déroulement du processus. Un travail qui se fait en collaboration avec les autres organes déjà sur place. Ibrahim Traoré pour le compte-rendu. Élection générale au Mali avant le 31 juillet 2013, les choses se précisent progressivement. Le comité de pilotage des élections est installé. Il est présidé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le comité est essentiellement composé de membres du cabinet ministériel, des services techniques du département et de quelques ministères impliqués dans l'organisation des élections. Au cours de cette première rencontre, les membres du comité ont parlé surtout de la partie technique des préparatifs du processus électoral. Le budget, l'organisation logistique, l'organisation technique, les échanges avec les partis politiques, mais aussi le retour de l'administration d'une manière générale et essayer de maîtriser tous les éléments, tous les indicateurs qui doivent nous permettre d'aller doucement mais sûrement vers de bonnes élections. Tenir les élections avant le 31 juillet 2013 est un challenge important selon le ministre Koulibaly. Le chronogramme est serré, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut redoubler d'efforts et foncer pour relever le défi, a-t-il ajouté. Nous sommes déjà fin février, vous comprenez, nous voulons faire ça pour juillet. Il nous reste très peu de temps et nous avons beaucoup d'activités à mener en termes de formation, en termes de retour de l'administration, en termes de sensibilisation. C'est pourquoi nous disons que le calendrier est un peu serré, mais nous pensons que nous pourrons arriver aux grands équilibres nécessaires à l'organisation de très bonnes élections. Nous allons nous engager dans ce sens-là pour pouvoir respecter le calendrier. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez, nous sommes en période de transition marquée par une crise sécuritaire et qui détermine aussi beaucoup d'autres choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous engager dans le sens de respecter la feuille de route, mais il ne faut pas être là à hésiter encore. Dans l'agenda du comité, on note à court terme le retour de l'administration dans les régions du Nord et dans une partie de Mopti. Le comité entend mettre aussi très vite un accent particulier sur la communication, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens pour une forte participation aux élections à venir.
Et nous parlons d'action humanitaire à présent avec ce don de plus de 143 millions de francs CFA. C'est un geste de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au ministère malien de la Santé. Ce don est composé de médicaments et de dispositifs médicaux. Il est destiné aux régions de Gao, Kidal et Tombouctou. Adama Kodjo. Ce don est essentiellement composé de médicaments contre le paludisme, le choléra et des kits de santé pour la reproduction et la prévention post-exposition au VIH-Sida. À cela, il faut ajouter des kits complets de chirurgie et des dispositifs médicaux. Le don est l'œuvre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous sommes dans une situation humanitaire assez difficile, avec une situation sanitaire exacerbée au nord et au sud du Mali. Le choix de ce don est basé sur les besoins que nous avons clairement identifiés avec le gouvernement du Mali. Et donc cela répond aux besoins identifiés sur le terrain, aussi bien dans les zones qui reçoivent les populations déplacées que dans les zones où le conflit existe toujours. D'un coût total de plus de 143 millions de francs CFA, les produits vont contribuer à la reconstruction des stocks des structures de santé. L'OMS accompagne ainsi le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Ces dons de médicaments viennent à point nommé et seront destinés donc aux régions du Nord, notamment les structures de santé de Tombouctou et de Kidal. Et nous allons prendre les dispositions pour les faire parvenir sur site dans les meilleurs délais. Ces dons permettront de combler le risque de rupture qui existe présentement au nord. La donation est rendue possible grâce au soutien de la République fédérale de Russie. Actualité hors du Mali et direction la Mauritanie où se déroule la formation des soldats africains à la lutte contre le terrorisme. L'opération dénommée Flintlock est dirigée par des Américains et autres Européens. La mission commune est la sécurisation du Sahel. Le coup d'envoi est donné par le chef d'état-major des opérations spéciales d'Africom, les forces armées américaines en Afrique. C'est lui qui dirige l'opération Flintlock en Mauritanie. Plus de 1000 soldats américains, africains et européens sont là pour des exercices bien précis, la lutte contre le terrorisme. Des manœuvres ont lieu pendant 3 semaines dans le sud du pays, tout près de la frontière avec le Mali. L'opération a été programmée avant l'intervention armée franco-africaine au Mali, mais les Américains reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une nouvelle tactique. Côté mauritanien, l'on préfère insister sur un échange de savoir-faire. C'est pour nous une occasion de tirer profit de l'expérience des autres armées professionnelles. De notre côté, nous partageons notre compétence au niveau de la lutte contre le crime organisé dans le Sahel. Une mission commune pour un objectif commun, la sécurisation du Sahel, une région menacée depuis des années déjà par les groupes islamistes armés et le trafic en tout genre. Somalie, l'armée a repris la ville de Bouakaba au Chebab, une ville stratégique de par sa position. Les populations se disent tout simplement soulagées. Ils en ont parcouru des kilomètres pour atteindre Bouakaba. Les soldats somaliens et ceux de l'Union africaine ont attaqué depuis 3 directions différentes pour reprendre la ville aux insurgés islamistes. Mais les Chebab étaient déjà partis, il n'y a pas eu de combat. Bouakaba, une prise importante. La ville se situe sur un axe routier majeur entre Mogadiscio et Baidoa, 2 villes déjà cédées par les Chebab. La première partie de la route depuis la capitale est sous contrôle. Les troupes somaliennes et de l'Union africaine comptent poursuivre vers le nord-ouest. À leur vue, les habitants de Bouakaba retrouvent le sourire. Les Chebab sont en train de perdre le soutien de la population. Ils n'en ont plus du tout. Du coup, ils n'ont plus de vivres. Nous contrôlons maintenant toutes les zones où ils prélevaient des taxes, où ils utilisaient des ports maritimes. Nous contrôlons tout ça. Les Chebab ont perdu beaucoup de terrain dans le sud et le centre de la Somalie qu'ils contrôlaient il y a encore 18 mois. Ils se cachent dans de vastes zones à l'écart des villes. Certains se replient également vers le Puntland au nord, où ils tentent de constituer de nouvelles bases. Le Puntland qui sert déjà de refuge aux pirates qui écument les zones maritimes alentour.
Au Kenya, les élections approchent le 4 mars prochain. L'heure est donc à la mobilisation pour des élections libres et transparentes. Les internautes ont initié le IBOB pour signaler à tout moment les incidents pour qu'il y ait des actions. Ce bâtiment, c'est le quartier général de la communauté des internautes de Nairobi. Les geeks, comme on les appelle, se réunissent dans cet espace de travail décontracté, le iHub. Il faut être membre pour y rentrer. Leur idéologie, la transparence. À l'approche des élections du 4 mars, ils ont mis en place une plateforme appelée Uchaguzi. Avec l'aide des nouvelles technologies, ils se mobilisent pour des élections libres, justes et transparentes. Leur arme, un logiciel développé au Kenya, est déjà utilisé dans le monde pour certaines situations de crise. Ce logiciel permet de cartographier en direct différents types d'événements, bourrage des urnes, violence par exemple. Une équipe se charge de la localisation exacte de chaque incident. Par exemple, plus de 10 villes au Kenya ont un lieu qui s'appelle Milimani ou Majongo. Si l'on vous parle d'un tel endroit, vous devez vous demander « Ok, c'est Majongo, mais dans quelle ville exactement ?» Il faut vraiment en être sûr. Ici, vous avez 4 rapports et ensuite vous pouvez zoomer pour obtenir les rapports individuels. Les informations remontent par tous les moyens possibles, SMS, Internet. Elles sont publiées avant vérification avec la mention non vérifiée. Une équipe composée de plus de 1000 observateurs et superviseurs se charge ensuite de contrôler sur le terrain leur degré de véracité. Quand un incident nous est rapporté, nous appelons nos superviseurs et observateurs pour vérifier que l'information est exacte. Si oui, nous la mettons sur le site web pour qu'il y ait une action. Uchaguzi travaille avec la police, la commission électorale, la Croix-Rouge, qui réagissent avec les moyens appropriés. Un autre aspect de l'engagement des internautes est la surveillance des médias Internet pour débusquer les discours dangereux, c'est-à-dire susceptibles de déboucher sur des violences. Nous regardons particulièrement les nouveaux médias Internet. Cela inclut les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook et aussi les vidéos de YouTube. Nous regardons aussi les sections commentaires des journaux sur Internet, les blogs et les forums. Cette chercheuse est atterrée par le nombre de paroles haineuses qu'elle lit sur Internet, mais elle croit malgré tout à des élections paisibles le 4 mars prochain. Et nous nous rendons à Ouagadougou pour faire un tour au FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le jury est dirigé par une femme, elle se nomme Izan Palsi, qui est un terrain connu puisqu'elle est réalisatrice martiniquaise et elle a à ses côtés 5 autres jurés, dont le chanteur congolais Papa Wemba. 5e jour de présidence pour Izan Palsi, présidence du jury du festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. À ses côtés, 5 autres jurés, dont le chanteur congolais Papa Wemba, qui vole la vedette à tout le monde. Mais c'est très bien, il a raison. Vous volez la vedette à tout le monde? Tapis rouge, mais pour aller au travail, 4 films d'affilée, en moyenne, 7 à 8 heures en salle par jour. Long cours, fiction, documentaire, les meilleures productions africaines des 2 dernières années sont à voir et depuis longtemps, Izan Palsi s'y connaît. L'Afrique a toujours été en elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a fait tourner un des plus grands acteurs africains qui est Douta Seck. Elle l'a immortalisé dans Rue Casse-Nègre. Et elle a pris aussi position pour pas mal de choses. L'apartheid. Le cinéma africain m'a toujours intéressé. Les films de Paul Vieira, de Omar Ouganda, de Sam Ben Ousmane, j'en oublie, mais les grands, nos ancêtres, quoi, nos pères. Après chaque projection, débriefing. Il faut rassembler tout le monde, ne pas perdre une seconde. Le prisme féminin de cette édition du FESPACO, qui a choisi des femmes pour présider chaque jury, doit apparaître dans le palmarès. On sait le rôle important que joue la femme dans le quotidien de tout un chacun et beaucoup sur le continent africain. Elle a toujours été là, elle a toujours été donc, au début des choses, comme dit Aimé Césaire, qui dit avant tout il y a la fondatrice. Organiser les confrontations de critères et de points de vue, c'est le rôle de la présidente. Décerner un étalon de Yinenga, le grand prix du FESPACO, est une tâche délicate qui se fait à huis clos.
Sport, handball, 18e Conseil national ordinaire de la Fédération malienne de handball. C'était hier. Au cours des travaux, il a été question du bilan du mandat écoulé et des initiatives à prendre pour le bon développement de la discipline. Aussi, le Conseil a réélu le bureau sortant pour un nouveau mandat de 4 ans. Abdul Karim Kaba nous en parle. On ne change pas une équipe qui gagne. Cet adage inspire la Fédération de handball. Le bureau fédéral vient d'être élu pour un nouveau mandat de 4 ans, avec à sa tête le général Soumana Kouati. Durant le mandat écoulé, le Mali, à travers le handball, a participé à plusieurs compétitions internationales. Entre autres, Gabon 2010 avec les juniors, Ouagadougou 2011 avec les cadettes et Abidjan 2012 au championnat d'Afrique junior garçon. À cela s'ajoutent les éliminatoires des Jeux africains au Sénégal et le Jeux de la CEDEAO au Ghana avec les juniors. Pour les 4 ans à venir, la Fédération malienne de handball entend pérenniser les acquis et corriger les imperfections. Mon équipe fera tout durant ces 4 années prochaines de hisser le handball malien au niveau continental. Ça, c'est un objectif que nous voulons vraiment atteindre, quelles que soient les difficultés financières qui vont se poser. Actuellement, nous avons atteint un niveau technique assez suffisant alors pour que nos équipes puissent aller vraiment loin sur le continent. Pour mener tous ces projets à port, le 18e Conseil national ordinaire a vu l'arrivée de 2 nouveaux membres, à savoir commissaire Azer Keïta comme 2e vice-président, Harouna Diarra, responsable à l'organisation, et Modibo Traoré qui passe de la 2e à la 1re vice-présidence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, Amara Malé Diallo sera là à 18h-20h pour d'autres informations. Et moi, je vous retrouve demain à 13h. Merci et bonne suite de programme.